C'est parti, Adrien. Et bien je commence exactement avec la saison 7 de Black Mirror, saison 7 qui a été annoncée par Netflix en grande pompe. Netflix qui a confirmé que la série d'anthologie reviendra pour une suite qui sera diffusée l'an prochain, donc en 2025, avec des histoires inédites, mais aussi une exception. Il y aura en fait une suite directe à un épisode qui avait été diffusé en 2017. Et cet épisode, c'était USS Callister, qui était une parodie de Star Trek, évidemment, dans lequel on retrouvait beaucoup d'acteurs connus, dont Jesse Plemons en tête d'affiche. Jesse Plemons qui ne reviendra pas dans cet épisode pour les raisons qui font qu'en fait il faut regarder l'épisode pour le savoir. Voilà, et donc oups, désolé du spoiler, mais il y aura le retour quand même d'autres acteurs de cet épisode, à savoir Christine Milioti qu'on avait vu dans How I Met Your Mother, qui jouait la mère. Oups, désolé pour le spoiler, mais bon, la série quand même commence un peu à dater. Jimmy Simpson que lui on avait vu dans Westworld. Ouais. Et Michaela Coel qu'on a vu dernièrement dans Mr. and Mrs. Smith, où elle a un rôle très sympathique. Voilà pour la petite info. Date de sortie, pour l'instant on n'en sait pas trop, même si Netflix a annoncé que l'USS Callister sera de retour. Le problème pour l'équipage ne fait que commencer, etc. Voilà, ils essaient de garder un petit peu de suspense dans leur besace, et on attend un petit peu... avec impatience ou pas? Moi je suis pas très impatient parce que j'avais pas spécialement aimé la saison 6 de Black Mirror. Oui, on en avait beaucoup parlé l'été dernier, justement. On vous renvoie à notre épisode d'une émission qui s'appelait encore Pop Tier à l'époque, autour de Black Mirror saison 6, qu'on n'avait pas trop apprécié, même si on avait vu certains épisodes et on les avait appréciés, mais la globalité de la saison nous avait un petit peu surpris, disons. Tout à fait, exactement. J'enchaîne avec la news qui devait être la première news de ce conducteur, mais je t'ai complètement mis sous les roues du camion, mais c'est pas grave. J'ai mal. Professionnel jusqu'au bout, je pense que ça s'entend, ça s'est entendu que j'étais surpris. Tout petit poil, et puis je me suis rendu compte par ta surprise que c'est moi qui devais commencer les brèves, mais c'est pas grave, voilà, on vous dit un petit peu c'est les coulisses. C'est les coulisses. Alors, la grande news de cette semaine, pour moi, fan de Star Wars, c'est Patty Jenkins qui nous l'accorde dans une interview avec Variety, où elle confirme qu'elle travaille toujours sur son film Star Wars Rogue Squadron, alors qui avait été, rappelez-vous, annoncé en grande pompe lors d'un grand rendez-vous d'annonce autour de Disney+, fin 2020, en décembre 2020, parmi une flopée de projets de spin-off autour de la saga Star Wars, dont un certain nombre ne s'est jamais fait. D'ailleurs, dont ce fameux Rogue Squadron, qui devait à l'époque était un petit peu promis comme le Top Gun de Star Wars, grosso modo, et la réalisatrice du coup, qui est réalisatrice de Wonder Woman 1 et 2, disait que elle avait hâte de rendre un petit peu hommage à son père qui était pilote dans ce film, et au final ça s'est toujours pas fait alors qu'on est en 2024 et que le film était en préparation depuis un petit moment a priori, mais le problème c'est que depuis l'annonce de la fin du projet Wonder Woman 3, Patty Jenkins est de nouveau disponible, et elle le confirme en 2024 auprès de Variety, en disant que en fait elle doit un développement de script à Lucasfilm, puisqu'ils avaient signé juste avant les grèves de 2023 la prolongation en fait de ce projet de développement, et donc maintenant que les grèves sont terminées, elle travaille de nouveau là-dessus. Donc Wonder Woman 3 pour elle c'est fini, parce que DC est parti vers d'autres horizons, et donc elle revient de nouveau chez Star Wars. Donc voilà, on pensait que ce projet un petit peu perdu dans les limbes. Je pensais que c'était fini, moi. Ouais, moi je pensais que c'était fini aussi. Ouais, je pensais aussi. Pourquoi pas, c'est cool, au moins ils tentent quelque chose. À l'époque, c'était un projet qui me hypait beaucoup. Elle avait fait, je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, elle avait fait une petite promo à l'époque où elle marchait sur un tarmac. Complètement, Bon, c'était, tu sentais que le truc était quasiment pas prêt, mais en tout cas vraiment acté comme le prochain gros truc de Star Wars. Et c'est marrant qu'ils aient coupé la prise à l'époque. J'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'elle était un peu occupée et qu'elle voulait prioriser Wonder Woman 3. Et donc à l'époque, elle avait dit à Lucasfilm, moi j'aimerais bien le faire sur Rogue Squadron. Par contre, il faut qu'on décale ma prise de position en tant que réalisatrice sur ce film-là à après
la réalisation de Wonder Woman 3. Wonder Woman 3 n'allant pas se faire, elle revient du coup à ce projet-là. Ok, bon, bah, exactement. Curieux. À noter que Kathleen Kennedy, qui est PDG de Lucasfilm, durant la Star Wars Celebration de 2023, donc en avril 2023, avait dit que c'était toujours une possibilité sur Rogue Squadron, mais que potentiellement ils allaient s'intéresser à le rendre du côté d'une série plutôt qu'un film. Donc à voir si c'est quelque chose avec lequel Patty Jenkins est d'accord ou pas. Mais ça pour l'instant, on attend d'en savoir plus. Mais les deux me vont parce qu'on n'a jamais eu de série ou de film sur les pilotes de Star Wars. C'est quand même un gros truc. Je pense qu'il y a moyen de faire une super série de guerre. Une super série de résistance, ça peut être très très bien. Le Masters of the Air de Star Wars. Exactement. Tu nous en parleras tout à l'heure dans tes recos pour savoir si c'est effectivement une reco ou pas une reco. Je vais garder la parole puisque c'est ma brève de mémoire. C'est Jurassic World, le Jurassic Park, le reboot de Jurassic Park et de Jurassic World qui est toujours en train de se préparer pour 2025 et on a une petite rumeur qui nous vient de Jeff Snyder, qui est un fameux insider qui a lancé son propre média récemment aux États-Unis qui s'appelle The Insnider et qui explique que chez Universal, on aurait proposé le rôle principal de ce reboot à Scarlett Johansson. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. On ne sait pas si elle a accepté. Des négociations vont certainement avoir lieu, mais si c'est le cas, ça fait quand même une pointure pour relancer un petit peu la licence. Donc intéressant, et intéressant aussi que ce soit une femme qu'on aille chercher pour un projet tel que celui-ci. Ouais. Encore une fois, c'est à l'état de rumeur hein, pour moi. C'est pas confirmé totalement, quoi, mais j'ai un peu de mal à voir Scarlett Johansson dedans. Pour l'instant, c'est pas qu'il faut des nobody hein, dans Jurassic Park ou Jurassic World, mais tu vois, Chris Pratt était connu sans être une énorme superstar. Et je me dis que Scarlett Johansson a quand même ce truc d'être une énorme superstar. Pourquoi pas? Mais faut vraiment que le scénario soit solide. Et la connaissance, je pense qu'elle acceptera pas un truc à l'arrache. Oui. Pas dingue, quoi. Donc, ouais, ça peut être. Mais c'est vrai qu'un lead féminin, c'est bien. Déjà, ça mettrait un peu de. Ça changerait la franchise parce que c'est vrai que c'est que des leads masculins depuis le début. Donc non, c'est important. Mais puis Johansson n'a pas grand chose en ce moment. En ce moment, non, pas que je sache. Son dernier truc, c'était Asteroid City de Wes Anderson. Et après, là, elle a pas énormément de projets. Quoi. Écoute, à voir. À voir également, c'est le projet de House of Guinness par le créateur de Peaky Blinders sur Netflix. Exactement, après House of the Dragon, après House of Gucci, on a droit à House of Guinness, et comme tu l'as dit, par le créateur de Peaky Blinders, donc Steven Knight, qui sera donc à la tête de ce projet-là qui a été commandé par Netflix. C'est le média Watson qui annonce que la plateforme prévoit une série en fait sur l'ascension de la famille Guinness grâce à son breuvage d'anthologie, évidemment, que tout le monde connaît, la Guinness. Et Steven Knight, donc responsable de Peaky Blinders, sera à l'écriture du scénario et aussi, comme je l'ai dit, à la réalisation. Voilà ce que dit Steven Knight dans le communiqué. La dynastie Guinness est connue dans le monde entier. La richesse, la pauvreté, le pouvoir, l'influence et la grande tragédie sont tous liés pour créer une riche tapisserie de matériaux à puiser. J'ai toujours été fasciné par leurs histoires et j'ai hâte de donner vie aux personnages pour que le monde puisse les voir. De son côté, Netflix a aussi fait un petit peu de pitch. House of Guinness racontera l'histoire épique de l'une des dynasties les plus célèbres et les plus durables d'Europe, la famille Guinness. Située à Dublin et à New York au 19e siècle, l'histoire se concentrera sur les conséquences de la mort de Benjamin Guinness, l'homme responsable du succès extraordinaire de la brasserie Guinness et l'impact considérable de sa volonté sur le sort de ses 4 enfants adultes, Arthur, Edward, Anne et Ben, ainsi que sur un groupe de personnages de Dublin qui travaillent et interagissent avec le mastodonte grandissant qu'est Guinness. Donc on a l'impression que ce sera un espèce de mix entre Succession et Peaky Blinders dans l'idée, un peu The Gentleman qu'il y a en ce moment sur Netflix, un peu côté mafieux, etc. Ça peut être super. Techniquement, sur le papier, j'achète tout de suite. Ça peut être assez incroyable. Et avec Steven Knight à la réal, à l'écriture, il y a de grandes chances que ce soit un gros carton, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de casting. On ne sait pas qui incarnera les membres de la famille Guinness. Mais je suis extrêmement chaud pour découvrir ça. Et niveau date de sortie, on pense que ça devrait sortir d'ici fin 2025 ou début 2026, même si aucune date n'a été annoncée par la plateforme Netflix. Ok.
Bon, bah écoute, un nouveau projet intéressant, hein. Juste avant la Saint-Patrick, est-ce que c'est pas la meilleure annonce? C'est beau. Voilà. Allez, parfait. On a une grosse news autour de Disney cette semaine, autour notamment de ce que rapporte la licence Star Wars à la maison de Mickey. Tout simplement. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est il y a un peu une grande guerre à la fois d'ego et économique qui se joue au sein du board en fait de Disney. On a Bob Iger qui essaie de défendre un petit peu son tableau d'exécutif contre Nelson Peltz, Isaac Perlmutter et Jay Rasulo qui essaient un petit peu d'attaquer le comité exécutif de Disney et notamment Bob Iger sur ses résultats. Et là, en fait, on a eu un document un peu officiel qui est une présentation aux investisseurs qui est datée de mars 2024, donc c'est vraiment très 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 récent et très officiel, qui est un petit peu une réponse aux attaques de Perlmutter, Rasulo et Peltz par Bob Iger et par la machine Disney, et notamment ils expliquent à quel point leurs licences sont extrêmement fructueuses et organise un retour sur investissement qui est assez magnifique, puisque ils disent par exemple que rien que la Reine des Neiges, sur l'investissement, donc pour les coûts de production, les coûts de marketing, etc., comparé aux revenus, bah, c'est 10 fois plus que ce qu'ils ont engagé comme coût. Donc vraiment, c'est gigantesque, et ça explique pourquoi ils sont déjà en train de préparer La Reine des Neiges 3 et 4. C'est vous dire à quel point la licence est impressionnante. Pour tout ce qui est Toy Story, c'est 5,5 fois plus que les coûts engagés par Pixar et Disney. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est Avengers. Avengers, c'est 3,3 fois, et Star Wars, c'est 2,9. Alors je suis allé un petit peu dans le détail parce que je comprenais pas trop les gros titres qui disaient que Star Wars ça avait rapporté 12 milliards de dollars à Disney. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans ce truc-là, ils considèrent uniquement pas ce que la transaction leur a coûté, mais ce que la production des films et le coût marketing des films qu'ils ont produits eux à partir de 2015 leur a coûté, et ce que ces films-là leur ont rapporté. Leur ont rapporté en termes de revenus générés par les sorties cinéma, les sorties DVD, les sorties TV gratuites et payantes, les produits de consommation. Ça n'inclut pas les revenus dérivés comme les parcs d'attractions ni les originaux Disney+, par exemple. Donc en fait, ils considèrent que les sorties filmiques de Star Wars, et donc là, ça ferait presque 3 fois plus que ce qu'ils avaient engagé en termes d'investissement. Donc vraiment, alors bon, on voit quand même que c'est la licence qui leur apporte entre guillemets le moins des 4 qui sont considérés là. En revanche, c'est quand même pas si mal pour des films Star Wars, notamment des films Star Wars qui, si tu regardes un petit peu la petite musique sur internet, nous ferait croire que tout est absolument détesté dans les productions filmiques Star Wars Disney. D'un point de vue retour sur investissement, c'est quand même plutôt très correct, a priori. Après, c'est compliqué de comparer ça à la réception du public, tu vois, au niveau de la critique. C'est plus que les gens l'ont consommé. Exactement. On en parle très souvent chaque semaine, hein, c'est que c'est des produits de consommation. Et quand tu ramènes ça aux chiffres, les mecs, les actionnaires, ils sont yes. Bah bien sûr. On a bien fait d'acheter Star Wars à George Lucas. C'est ça. C'est cool. C'est juste ça en fait. C'est juste ça, et tant mieux pour eux, parce que voilà, mais tu sens que derrière, et on va en parler un petit peu après en rapid fire, il faut quand même un tout petit peu se calmer sur les grosses thunes que tu peux lâcher. Bien sûr. Que ce soit des acteurs, etc. Parce que il faut quand même un retour sur investissement assez intéressant. Bien sûr. Mais c'est cool comme stat. C'est vrai que c'est des stats qu'on n'avait pas forcément. C'est ce genre de données qui, en général, sont données aux investisseurs, bien entendu, et qui, d'une manière générale, on sait un petit peu ce qu'on fait dire aux chiffres, à savoir ce qu'on veut, puisqu'on prend en considération ce qui nous intéresse pour faire en sorte que le bilan soit positif. On sait aussi comment ça marche politiquement parlant. Mais ça reste quand même des chiffres qui sont très intéressants à avoir, malgré tout. Complètement.
on a eu, sans transition aucune, on a eu une petite nouvelle de casting sur le film d'animation Among Us. Ouais, alors Among Us, pour ceux qui s'en rappellent, c'était l'énorme succès de 2020, notamment pendant le confinement, qui avait ramené, je crois, plus de 500 millions de joueurs dans le monde. Enfin, c'était une vraie folie, ce jeu-là. C'était le jeu des streamers sur Twitch. Enfin, Oui. c'était... Tout le monde y a joué, je pense que toi aussi tu y as joué. T'as dû passer Jamais. un petit peu de temps dessus. Ah, t'as jamais testé Among Jamais. Us? C'était très drôle. Ouais. Enfin, c'est toujours drôle un petit peu. Oui, ça a Among Us. l'air en tout cas. Et ils ont décidé d'en faire un dessin animé, une série d'animation. Bon, sur le papier, on se dit oui, pourquoi pas, parce qu'il faut bien capitaliser sur le succès du jeu. Bien sûr. Sauf que là, on a vu le casting de la série d'animation et ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, quoi. On a Elijah Wood. Alors c'est green en fait, c'est vert en fait, parce que les personnages ont chacun une couleur différente. Donc Elijah Wood sera le personnage vert, Ashley Johnson sera violet. Ashley Johnson, c'est celle qui prête sa voix et fait la motion capture d'Ellie dans The Last of Us. On a Randall Park qui sera rouge. Randall Park qu'on a pu voir dans WandaVision, qu'on a pu voir dans Ant-Man, etc. Dans The Office, qui fait le Jim asiatique dans une super blague de The Office. Et on a aussi Yvette Nicole Brown en orange. Yvette Nicole Brown qui était dans Community, qui faisait Shirley, c'est son prénom je crois dans Community, extrêmement drôle et donc un énorme casting très très solide de comédie pour cette série d'animation qui n'a pas encore de date de sortie, mais on a extrêmement hâte de découvrir ça parce que je pense que ça peut être très drôle d'avoir un truc un peu débile sur une espèce de mix entre Cluedo et une enquête, enfin voilà, ça peut être très cool, ça peut être super sympa. Ça peut être très rigolo, effectivement. Voilà pour les brèves, on va dire, un petit peu plus substantielles de cette semaine. On va passer à la petite section Rapid Fire. Donc les news dont on voulait vous parler, mais pas non plus trop en longueur. La première, c'est Billy Dee Williams qui s'est exprimé auprès du Radio Times Magazine, qui lui demandait est-ce qu'il serait chaud pour rempiler pour du Star Wars. Et il a dit bah oui, bien sûr, donnez-moi beaucoup d'argent et je vendrai mon âme. Bon, ça montre bien évidemment où en est l'interprète de Lando Calrissian des films originels. Voilà. Tant que, il en profite pour cracher aussi sur l'interprétation de Donald. Tant qu'à faire. Glover, sympa du tout, parce qu'elle est très bien, je trouve. Je trouve pas ça très très sympa. Je l'avais rencontré, Billy Dee Williams, il m'avait semblé un petit peu vieillissant quand même. Ah ouais. Donc je sais pas s'il est en âge de revenir en tant que Lando, pour le coup. Il était là en 2019 pour cette merde de Star Wars Rise of the Skywalker. Marvel, notamment, enfin chez Marvel Studios, on a Brad Winderbaum qui a fait un petit peu la promotion de X-Men 97, qui est sur mon radar des sorties en fin d'émission. Et il s'est un petit peu exprimé au sujet de cette fameuse, on va dire, séquence de Marvel Studios qui a voulu produire énormément de choses pour Disney+, et en fait il le confirme qu'ils se sont un petit peu tous retrouvés à un moment donné à devoir créer le plus possible pour Disney+, et que le plus possible et le plus rapidement possible, ce qui a donné on va dire l'impasse dans laquelle ils sont en ce moment. Et donc bon, il donne quand même son avis sur la suite, disant que ça va mieux se passer maintenant qu'ils ont un petit peu levé le pied et qui développent plus traditionnellement leur série. Petite news rigolote, c'est Myriam Margolyes, qui est le professeur Chourave dans Harry Potter, qui s'est exprimé du haut de ses... Je sais pas quel âge elle a, genre 75 ans ou un truc comme ça, en disant aux fans adultes de Harry Potter qu'il serait temps de grandir et qu'il faut lâcher l'affaire et arrêter d'être fan d'Harry Potter parce que c'est fait pour les enfants. Donc c'est évidemment très, on va dire, un avis pas forcément très populaire chez les Potterheads, mais c'est rigolo de voir qu'un des professeurs de la saga a cet avis-là. Clairement. Et juste un tout petit truc sur elle aussi, elle devait jouer dans Agatha, la série dérivée de WandaVision, chez Disney, et en fait elle avait demandé une somme indécente pour jouer dedans, et ils lui ont dit bah non, en fait t'auras la moitié quoi. Elle fait bah non, en fait non, j'irai pas quoi. Fait, ok, bon. Bah, écoute. C'est quand même un peu, tu n'as pas une grosse carrière non plus quoi. Je sais pas. Voilà.
Christopher Nolan, a priori, devrait toucher presque 100 millions de dollars grâce au succès d'Oppenheimer, notamment grâce au résiduel de tout ce qu'il a eu, de son salaire bien entendu, mais aussi du succès qu'a eu le film, ainsi que les 2 Oscars que lui-même a touchés pour Oppenheimer. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. On va rappeler quand même que le budget simple de production d'Oppenheimer, c'est 100 millions de dollars. Donc Christopher Nolan a empoché ça grâce au succès du film. C'est beau. The Batman 2 a été retardé au 2 octobre 2026, voilà, sans plus de précision. Snowpiercer, la série qui avait été abandonnée par TNT, a été récupérée pour une saison 4 par AMC, qui sauve du coup la série pour sa saison finale, de mémoire. Le White Lotus a recruté Charlotte Lebon dans un rôle qui n'a pas été encore communiqué, que devait incarner Francesca Corni. Voilà, elle arrivera donc dans la saison 3 en 2025 de The White Lotus. Super série. The Bear, a priori, devrait tourner en même temps que sa saison 3, une saison 4, chose qui avait déjà été faite par FX pour Atlanta, qui avait signé sa dernière saison avec la saison 4, qui avait été filmée du coup en back-to-back, comme on dit, avec sa saison 3. On ne sait pas encore si la saison 4 de The Bear sera la dernière, comme ça avait été le cas pour Atlanta. En tout état de cause, FX capitalise sur la popularité de son show qui revient en juin. Non. Je saurais pas te dire, j'ai Je pas me les dates. souviens plus. Exact. Mais c'est bientôt. Mais t'as raison, je crois que c'est en juin, parce que tout le monde dit que juin ça va être un mois de série incroyable, donc il y a des chances que ce soit juin. Juste un truc sur The Bear, je pense qu'il faudrait peut-être s'arrêter à la saison 4, déjà narrativement parlant, ça va être compliqué de faire beaucoup plus, et surtout parce que tous les acteurs deviennent des grosses stars. Exactement. Donc ça va être compliqué de les garder, je pense, dans une série, donc c'est pas si idiot de tourner les deux à la suite. Tout à fait. Et enfin, une date de sortie et un titre pour Venom 3, qui s'intitulera Venom The Last Dance, et qui devrait sortir le 25 octobre 2024 aux États-Unis, et donc probablement 2 jours plus tôt en France. Venom The Last Dance, rien à voir avec un documentaire sur Michael Jordan, bien entendu.